Donc bonsoir ma chère Valérie, bonsoir mon cher Bruno et bonsoir mon cher Philippe, puisqu'on se connaît bien tous les trois. Sur le logement, j'aurais peut-être pas trop de choses à dire, sauf que si on améliorait un peu la concurrence, on aurait peut-être des logements un peu moins chers. Nous savons qu'en France, il nous manque 1 million de logements. S'il y avait une mise en construction et une libéralisation quelque part des permis de construire, parce que c'est les permis de non-construire qui existent aujourd'hui, on aurait peut-être de meilleurs logements. Les meilleurs logements, c'est pas forcément, comme le voulait Cécile Duflot avec sa loi Allure de 342 pages, faire des tours absolument partout. Voilà. Je suis plus pour des maisons individuelles où les gens vivront beaucoup mieux et seront beaucoup plus à l'aise avec moins de densité, moins de délinquance. Je vais continuer, puisque tu es aussi au sein des transports, et que ça va intéresser tout le monde. J'ai appris une nouvelle aujourd'hui. La SNCF a commandé des trains, des nouveaux trains, TER. Alors ces trains TER sont très beaux, ils sont très grands, ils sont plus larges. Mais comme dans ces institutions-là, ils ont une compétence intellectuelle qui est plutôt dans le négatif, le train est plus large que les voies. Donc, il y a aujourd'hui une nécessité de 50 millions d'euros de frais pour raboter les quais. Alors, il se demande la question suivante. Où va-t-on trouver l'argent? Eh bien, peut-être va-t-il falloir remonter cela au niveau des régions. Alors, moi, je tiens à dire à tout le monde, et que tout le monde soit bien clair, c'est qu'une mairie, un département, une région ou un pays ne crée pas d'argent, c'est les entreprises. Donc, l'argent dit État, c'est le contribuable du travail du secteur privé, le contribuable entreprise. Donc là, ma chère Valérie, j'espère que tu vas être au point pour aller pister un peu, comme disait Churchill, le socialisme ne dure que le temps de l'argent des autres. Donc essayons de protéger notre argent et cette fiscalité qui est outrageuse au niveau des villes, des départements et des régions et de l'État. Parce qu'en tant que contribuable, on en a tous un petit peu marre de payer, alors que l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont tout le monde se réfère, nous dit que l'on peut suivre la quotité, l'assiette, l'emploi, l'usage de notre argent, ce qui n'est pas le cas. Mais ils ont ajouté par les représentants. Donc vous êtes de charmants représentants, donc on vous remet ça dans les mains pour que vous puissiez pister un peu toute cette diabégie menée par les socialistes. Voilà ce que j'avais à dire. Et en terminant, mon cher Bruno, cher Valérie, cher Philippe, qu'au sein des villes, des départements et des régions, je peux prouver à tout le monde en moins de 10 minutes que nous pouvons réaliser en économie des millions d'euros. À partir du moment où on va commencer à jouer sur les énergies, on va gagner des millions d'euros. Aujourd'hui, je suis sûr que dans cette salle, il y a 70% de personnes qui roulent au diesel. Particules, pollution, vous entendez Duflot et toute la cohorte des sectaires écologistes, vous polluez. Moi, je vous donne une solution, elle est simple. Revendez votre diesel, achetez une voiture essence équipée au gaz. Votre pollution diminuera immédiatement de 85% en dioxyde de carbone et particules. Ensuite, le diesel qui est entre 1,29 et 1,35, vous aurez du gaz entre 0,65 et 0,80. Voilà la possibilité de rendre du pouvoir d'achat aux gens. Et je terminerai là-dessus. Il y a un texte européen qui est sorti le 25 avril 2014, comme quoi je m'intéresse à tout et je suis absolument tout à tous les niveaux, qui demande aux États de faire plus d'efforts dans la distribution des énergies alternatives. Donc l'électricité, j'y crois pas avant 10 ans, 15 ans, 20 ans ou au-delà, mais des voitures à hydrogène, des voitures à gaz de pétrole liquéfié, ou gaz naturel compressé ou liquéfié. Donc c'est le gaz naturel que vous avez chez vous. Voilà ma chère Valérie, sur les sujets que j'aimerais attaquer pour rendre du pouvoir d'achat à tout le monde, et en plus on ferait moins de pollution. Puis on couperait l'arbre sous les pieds des espèces de petits totalitaires écologistes qui sont d'une bêtise sans commune mesure. Surtout qu'on voit Duflot et tous les autres qui passent, même le José Bové. Merci. Merci. Je crois qu'il va falloir qu'on assume notre identité de droite sur le logement. Un, on veut construire. Mais deux, on ne veut pas nier l'identité pavillonnaire de la banlieue. Et ça, c'est absolument crucial. Parce que les Verts ont vendu à l'opinion publique l'idée qu'il fallait absolument densifier la petite couronne.
Et pour densifier la petite couronne, on l'a bien compris, c'est détruire tous les pavillons et construire à la place des bars, des tours et du béton. Et bien nous, on est contre les ghettos. On est contre les ghettos, pourquoi? Parce que quand on franchit le périphérique, c'est parce que c'est très cher dans Paris. Qu'est-ce qu'on vient chercher au-delà du périphérique? On vient y chercher un petit peu plus de lumière, un petit peu plus d'espace. Certains m'ont demandé si j'étais partie en vacances. Ben non, j'ai un balcon. J'ai un balcon parce que j'habite en Grande Couronne. Et en Grande Couronne, je peux me permettre d'avoir un balcon. Et je peux me permettre d'avoir un peu plus de soleil et un peu plus de verdure. Eh bien oui, c'est aussi pour ça qu'on est venu en Grande Couronne. On est venu en Grande Couronne pour avoir un bout de pelouse. Bon, eh bien, c'est ça qu'on vient chercher. On passe le périphérique pour essayer d'avoir un habitat un tout petit peu moins dense, des villes à taille un peu plus humaine. Et donc, on n'est pas venu ici, on n'est pas venu en Seine-Saint-Denis pour se voir imposer des tours et des bars. Alors, il y a un sujet, c'est la région qui finance, qui accepte de financer du logement social sur du logement social, sur du logement social, sur du logement social. Il y a encore dans le ZRIF, combien? 60 000 logements en logement social? Moi, je crois que sur les 6 années du SDRIF, c'est 60 000 logements sociaux supplémentaires en Seine-Saint-Denis. Et je suis désolée, moi, vous m'excuserez. 70 000 70 000. 70 000. 60 000, j'étais un peu en dessous. 70 000. 70 000 logements sociaux. Moi, je vais vous dire, je suis contre les ghettos. Ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où il y a 30% de logement social dans une ville, eh bien, tout ce qu'on doit construire et tout ce que la région doit cofinancer, c'est de l'intermédiaire pour les classes moyennes et c'est de l'accession à la propriété. Parce qu'il faut une vraie mixité sociale dans le logement. Et la vraie mixité sociale, c'est nous qui la défendons. Ce qui est hallucinant en Seine-Saint-Denis, c'est quand même qu'on crée autant d'emplois pour les cadres et qu'ils n'aient pas de quoi se loger dans le département. Ils n'ont pas de quoi se loger dans le département parce qu'il y a un effet ghetto, parce que l'effet ghetto, ça provoque des phénomènes d'insécurité dont Philippe a parlé, et ça provoque aussi une baisse du niveau des écoles. Et quand il y a une baisse du niveau des écoles publiques, qu'est-ce qui se passe? Les classes moyennes et les familles s'en vont. Alors elles mettent leurs enfants dans le privé. Est-ce que je vous ai raconté ce qu'ils ont fait? Les ammonistes et les duflotistes, parce que moi à la région j'ai à peu près toutes les familles de la gauche, mais on a les laïcards. Les laïcards, c'est les amis de Benoît Hamon, qui sont majoritaires dans le groupe socialiste, et les amis du Duflot. Et les laïcards, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait voter contre les bourses pour les enfants qui étudient dans les lycées privés et contre la gratuité des manuels scolaires dans l'enseignement privé. Ça veut dire que n'importe quel lycée confessionnel, n'importe quel lycée privé n'a pas le droit aux bourses et n'a pas le droit à la gratuité des manuels scolaires. Comme si il n'y avait pas d'enfants modestes dans l'enseignement privé, surtout dans l'enseignement professionnel privé, qui est quand même très développé en Seine-Saint-Denis. Bref, ça veut dire que si vous mettez vos enfants dans le privé, vous n'avez pas le droit aux bourses, et vous n'avez pas le droit à la gratuité, et vous n'avez pas le droit non plus aux tarifs sociaux dans les cantines, remboursés par la région. C'est du sectarisme à l'état le plus pur. C'est à nouveau la guerre scolaire. Et en Seine-Saint-Denis, je veux dire, vous êtes les premiers à savoir ce que ça veut dire d'être dans l'obligation de mettre les enfants dans l'enseignement privé parce que les écoles ne sont pas bonnes dans le quartier. Donc ce sujet, c'est un libre choix offert aux familles, et les familles doivent avoir le libre choix, et le libre choix, ça passe par le financement des bourses dans l'enseignement privé et la gratuité des manuels scolaires dans l'enseignement privé. Enfin, on a réglé la question scolaire depuis bien longtemps. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une stratégie anti-ghetto. Je pense qu'il faut qu'on ait une stratégie de mixité du logement, de mixité sociale, de faire revenir les classes moyennes dans nos villes, dans chacune des villes de Seine-Saint-Denis. Et c'est très important pour nous. Donc ce sera la politique que nous défendrons au niveau de la région, celle d'un logement équilibré. Et puis celle d'une région propriétaire. Moi j'ai pas honte de dire que, on le sait, en Ile-de-France, les franciliens ont envie de devenir propriétaires. Le problème c'est qu'on ne construit pas et qu'on ne leur propose pas d'accession sociale à la propriété, et on ne met pas le pied à l'étrier des franciliens quand ils veulent devenir primo-accédants. Et les banques ne prêtent pas. Donc il y a un vrai sujet sur l'accession sociale à la propriété pour les jeunes ménages. Il va falloir qu'on y travaille. Et la région peut aider aussi. Sur ces sujets-là, elle ne s'est pas du tout, évidemment, investie là-dedans. Elle a une politique de logement qui est uniquement
du trait social, encore du trait social et toujours du trait social. Et vous savez bien aussi, et ça on l'a découvert nous en faisant une mission d'information sur le logement, que le logement social, il y a des petits problèmes d'attribution. Il y a des petits problèmes d'attribution. Je vais vous dire un truc qui est scandaleux. C'est que nous, on a demandé à tous les conseillers régionaux de droite, UMP, UDI, de signer une charte disant qu'ils n'étaient pas logés dans du logement social. Eh bien, je peux vous dire que les conseillers Verts, socialistes et Front de gauche, ils ont refusé de signer la charte. Non. Ils ont refusé de signer la charte. Et on a demandé à la région aussi qui étaient les personnels de la région qui étaient logés dans du logement social, et on s'est aperçu que c'était essentiellement des cadres de catégorie A. Tiens. Bon, voilà. Donc, le sujet du logement social à la région, je peux vous dire qu'il y a de quoi en écrire des pages. Et je pense que c'est à peu près comme à la mairie de Paris et comme dans un certain nombre de collectivités. Et ça, c'est pas bien. Parce qu'on est en pénurie absolue de logement, et si passe avant tous les amis de Jean Peluchon, eh bien, ça mérite que les Franciliens le sachent, et ça mérite que les Franciliens en parlent et en débattent. Ça, c'est sur le logement. Sur la question des transports, on a un énorme sujet transport en Seine-Saint-Denis. Moi, je suis une élue du RERB, mais du bout de la ligne, au sud, à Saint-Rémy-les-Chevreaux, vous voyez, c'est très loin. Mais dès qu'il y a un problème sur le RERB au nord, ça impacte le sud. Donc, je vis en direct la vie de la Seine-Saint-Denis, moi, par personne interposée, par RER interposé. Le sujet, il est majeur. Ce qui est en train de se passer est très grave. On a aujourd'hui un siphonnage des crédits d'investissement. Parce que François Hollande, il n'a pas d'argent. Et comme il ne veut pas supprimer un fonctionnaire et qu'il ne veut pas faire une seule réforme courageuse, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les crédits d'investissement. Et les crédits d'investissement, ils sont où? Ils sont dans ce qu'on appelle la Société du Grand Paris. La Société du Grand Paris, elle doit vous faire plein de choses. Elle doit vous faire la ligne 15, celle qui doit faire le tour de la Seine-Saint-Denis en petite couronne, enfin en première ligne, qui doit rejoindre d'ailleurs quasiment les fins de station de métro, à peu près. La ligne 15. Ça, pour l'instant, il y a les études qui sont financées, c'est tout. Les études. Non, les études ne sont pas finies, elles sont financées, mais c'est tout. On a le financement des études, on n'a pas le financement des travaux. Ensuite, il y a la ligne 14 qui doit être prolongée depuis Saint-Lazare jusqu'à Saint-Denis-Pleyel, mais on n'a pas les financements pour aller au-dessus de Saint-Denis, jusqu'au Bourget ou jusqu'à Roissy. On n'a rien. Et puis, il y a toute la grande boucle qui doit passer par Sevran, par Clichy-Montfermeil et par Aulnay. Alors celle-là, vous oubliez. On nous a dit 2030, mais je pense que c'est 2035, 2040, on va voir. Voilà. Donc on a un vrai problème. Ils ont limogé le directeur de la Société du Grand Paris, qui était Étienne Guyot, qui avait été nommé par le gouvernement Sarkozy, qui était un très proche d'André Santilli, le président de la Société du Grand Paris. Ils l'ont limogé sans préavis, sans raison, sans rien, en plein milieu de son mandat, pour mettre un très proche de M. Barthelone, l'ancien directeur général des services du département de Seine-Saint-Denis. Pourquoi, à un an des élections? Pour qu'on ne sache pas ce qui se passe, pour qu'on n'ait aucune information sur ce qui se passe. Mais les agents du syndicat des transports et les agents de la Société du Grand Paris viennent nous voir en douce pour nous dire, vous savez, il n'y a plus de crédits, ils sont en train de siphonner les crédits. Ensuite, vous avez quand même toute une série de dysfonctionnements du RERB. On vient de faire un plan de modernisation et ça ne marche pas mieux qu'avant. C'est quand même un vrai drame. Et ça augmente. Et je ne vous parle pas du RERD. Le problème du RERD aujourd'hui, et on le sait, c'est que maintenant, il faut mettre des rames à 2 étages. Parce que vous avez cette espèce d'énorme point noir qui est le tunnel entre Châtelet et Gare du Nord. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un tunnel unique entre Châtelet et Gare du Nord dans lequel convergent le RERD et le RERB. Pouf. Il suffit qu'il y ait un problème sur le RERD ou sur le RERB et ça embolise tout.
Et comme les lignes sont très très longues, eh ben, ça se répercute sur tout le monde. Et donc c'est ça le vrai problème. Alors qu'est-ce qu'il faudrait? Certains disent, à la RATP notamment, ils disaient il faut doubler le tunnel pour qu'il y en ait deux. Ça coûte entre 1 et 4 milliards. Donc ne tombons pas dans le piège du doublement du tunnel. Le piège du doublement du tunnel, à un endroit super urbanisé entre Châtelet et Gare du Nord, vous imaginez. En plus, vous commencez à creuser, vous n'êtes jamais sûr de ce que vous trouvez. Hein. Un peu d'archéologie préventive et c'est terminé. Un scarabée, bon, on ne sait pas. Hein. Enfin bon, il faut se méfier. Et puis, il peut y avoir vraiment des vrais problèmes d'ingénierie. C'est très très compliqué de creuser à cet endroit-là. Donc la vérité, c'est que le doublement du tunnel est une fausse piste. Aucun ingénieur sérieux n'ose nous dire combien ça coûterait et combien de temps ça mettrait. Donc il ne faut surtout pas y aller. En revanche, moi j'en ai parlé avec tous les spécialistes du SNCF et de la RATP, ils nous disent, mezzo voce, parce qu'ils n'ont pas le droit de le dire, que si on mettait des rames à 2 étages comme sur le RER A, maintenant, les nouvelles rames, on pourrait passer donc 2 fois plus de monde sur le RER B. Et peut-être aussi sur le RER D. Alors, on nous a fait croire pendant très longtemps, et les ingénieurs nous ont fait croire pendant très longtemps, que ça ne passait pas dans le tunnel. Eh bien, figurez-vous que si ça passe parce qu'ils ont fait une erreur, une fois, ils ont fait passer à un 2 étages sans faire exprès, ils se sont rendus compte que ça passait. Je vous jure que c'est véridique. Authentique. Authentique, bah oui. Oui, pourquoi le hasard fait des choses. Non, il y a une vérité, c'est qu'à Bourg-la-Reine, au niveau de Bourg-la-Reine, ça passe plus. Il faudrait décaisser, parce qu'il y a un autre tunnel au niveau de Bourg-la-Reine, il faudrait décaisser. Bon. Je vous la fais courte, mais la vérité, c'est qu'il faudrait qu'on ait à la tête de la région quelqu'un qui s'intéresse à la façon dont vous êtes transportés. Et comme dirait André Santini, malheureusement, en Ile-de-France, on ne nous transporte pas, on nous roule. Prochaine question.